Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux et je sors de maladie, puisque j'étais malade, c'est pour ça que j'ai pas live hier, mais je sors de maladie, ça va beaucoup mieux. Nous sommes aujourd'hui réunis pour Ficus et Dynamo, qui reprend enfin après 3 mois, 4 mois, 3 mois, 4... 5 ans. Trop longtemps. Trop longtemps d'absence. Donc là, c'est le début de la saison 2, avec la nouvelle DA réalisée par Bout de Carton, avec un monteur maintenant, qui fait que on aura des super jolies émissions sur YouTube. Toutes les émissions de la saison 1 sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube de Ficus et Dynamo, que je vous mettrai dans le chat dans pas longtemps. Et notre invité d'aujourd'hui, qui n'est autre que Danielle Spitz, une peintre qui habite dans le nord de l'Ardèche, qui fait des trucs absolument stylés, et c'est la raison pour laquelle on voulait l'inviter pour l'ouverture de la saison 2. C'est le début de la saison 2. Pardon. Bonjour tout le monde. On a changé de studio, on a baissé la plante, on a augmenté le level, et puis on est parti. Yes. Je t'en prie. Eh bien, bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui sur Ficus et Dynamo, et donc vous êtes peintre. Et oui, je suis peintre depuis très longtemps. Combien de temps? Je n'en sais rien exactement parce que j'ai commencé à peindre quand j'étais toute petite, enfin plutôt à dessiner au départ, parce que j'ai été hospitalisée très longtemps, pendant pratiquement 3 ans, et que ma principale occupation à cette époque, qui était après la guerre, on n'avait pas grand-chose, c'était d'avoir des crayons de couleur et du papier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner. Et je me suis pris vraiment d'amour pour le dessin, pour tout ça. Après, plus tard, j'ai commencé avec la gouache. Et je faisais essentiellement des choses pour enfants. Je reproduisais des Roudoudou, des Disney, des... Est-ce que vous aviez quel âge à ce moment-là? À cette époque, quand j'ai commencé la gouache, je devais peut-être avoir 10 ans. 12 ans. Ah oui, d'accord. J'ai commencé à dessiner, je devais avoir 7 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà. Ok. Et donc aujourd'hui, vous avez un blog qui s'appelle Les Daniel, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Sur lequel vous mélangez votre expérience, vos avis, des passages un peu d'exposés sur les artistes et du coup vos peintures. Oui, bien sûr, oui. Alors, comment je suis venue à cette forme de peinture? Eh bien, quand j'ai eu 17 ans, 16 ans, 17 ans, j'avais très envie de faire les beaux-arts. Mes parents n'ont pas voulu, ma mère essentiellement s'est opposée pour la bonne raison que c'était pas recommandable à une jeune fille, c'était pas un vrai métier. Pas vraiment un métier. Donc j'ai dû renoncer à ça pour devenir infirmière, mais j'ai pas renoncé à la peinture pour autant. Et comme je me suis rendu compte très vite que malgré mon gribouillage, il me fallait aussi de la technique, j'ai acheté des livres et j'ai appris toute seule la technique. Voilà, j'ai donc travaillé beaucoup sur la technique avant d'acheter, enfin, on m'a acheté de la peinture à l'huile parce que j'en avais très envie, mais je n'avais pas les moyens de me l'acheter. Et puis, c'est dans la famille quelqu'un qui voulait que je fasse des tableaux et qui m'a acheté le matériel. C'est comme ça que j'ai commencé à peindre à l'huile. Voilà. Donc il y avait quand même un soutien... Même si, du moment où vous n'en faisiez pas un métier, il y avait quand même un soutien de cette passion pour l'art et pour la peinture de manière générale. Oui, parce que je faisais à la gouache déjà des tableaux que j'encadrais, que je faisais encadrer et qui plaisaient quand même pas mal, quoi. Et c'est un de mes beaux-frères qui avait vu ça et qui voulait que je lui fasse des tableaux à l'huile. C'est comme ça que j'ai commencé. Peindre à l'huile. Si vous pouviez nous présenter un petit peu votre univers, l'univers de votre blog, ce que vous aimez, sur quoi vous aimez peindre. Alors, c'est très très vaste l'univers de mon blog. En fait, j'aime alors l'huile, bien entendu, j'aime beaucoup la peinture à l'huile pour beaucoup de raisons que je peux vous expliquer peut-être maintenant. Oui, avec plaisir. Alors, la première, c'est le mélange des couleurs, qui est quelque chose qui est très important.
Et au fil du temps, je me suis aperçue que les peintres impressionnistes et même avant peignaient avec les couleurs primaires uniquement et faisaient leur mélange. Et un jour, je me suis exercée à faire beaucoup de mélanges à partir de ces peintures. Et on retrouve toute la palette des couleurs qu'on achète dans le commerce, toutes faites, sauf qu'elles sont beaucoup plus belles et beaucoup plus lumineuses. Donc, j'aime beaucoup faire les mélanges de couleurs, découvrir les couleurs. J'adore la couleur. Je suis sensible à la couleur et j'aime beaucoup ça. Ce que j'aime beaucoup aussi, qui apparaît dans mon blog, c'est le pastel. Et j'aime le pastel à cause de la tendresse de ce que ça rend, notamment pour les portraits. Je trouve que ça donne le velouté de la peau et aussi j'aime beaucoup travailler ça avec les doigts. Le contact avec la matière est quelque chose qui me touche beaucoup. D'accord. Voilà. Donc je fais essentiellement des paysages, des portraits. J'ai fait quelques toiles un peu plus modernes quand on les a demandées. Et voilà. Il faut que j'ai des coups de cœur. Je ne peins pas si je n'ai pas un coup de cœur pour un endroit. Ok. Du coup, vous avez parlé de la pastel, vous avez parlé de l'huile. Est-ce que vous avez d'autres matériels? Oui. Alors j'ai fait à l'encre. Certains tableaux à l'encre aussi. J'étais adolescente quand j'ai fait ça. Ça marchait pas mal, j'aimais bien aussi. De différentes couleurs, du coup, l'encre Non, aussi avec de l'encre de Chine uniquement. Ok. En entrecroisant les traits pour créer des zones d'ombre et des zones de lumière. Des paysages, des monuments, des animaux. J'ai fait pas mal de choses comme ça. J'ai fait un peu d'aquarelle. Mais j'aime moins bien, j'en fais de temps en temps, mais je préfère c'est le manque de peps du coup de l'aquarelle qui la difficulté aussi, c'est pas facile. Je sais pas si c'est une question de difficulté, je pense que c'est la matière. Ouais, ok. Je préfère le côté très diffus, la matière que je ressens beaucoup plus que l'aquarelle. C'est une question de sensibilité parce que je connais beaucoup de gens qui font que de l'aquarelle et qui sont dans leur élément. Par le travail de l'eau essentiellement. Et vous disiez du coup que vous travaillez au pinceau, parfois au doigt. Est-ce que vous faites de la peinture au couteau ou est-ce que vous avez essayé? Oui, bien sûr. Ben oui, au couteau, oui. J'aime encore bien travailler au couteau. Par exemple, vous verrez dans mon blog, j'ai fait des calanques de Marseille. Il y a une grosse partie qui est faite au couteau, notamment les rochers, les arbres. Alors les arbres, j'aime beaucoup faire des arbres au couteau. Notamment les troncs d'arbres où on peut vraiment faire quelque chose qui ressemble à la vérité, au réalisme, au niveau de l'écorce. Parce que vous disiez du coup que vous ne peignez jamais sans coup de cœur, et du coup il y a cette volonté de recréer l'émotion que vous avez ressentie devant un paysage par exemple. Alors oui, ça m'est arrivé très fréquemment quand on va quelque part et que je vois quelque chose de très très beau. Si je n'ai pas le matériel, je prends des photos que je reproduis chez moi. Ça m'est arrivé d'avoir le matériel, de commencer un tableau en pleine nature et le finir aussi à l'atelier. En général, on ne peut pas faire tout dehors, en ce qui me concerne, parce que l'huile, il faut que ça sèche au fur et à mesure. On ne peut pas trop superposer les couches sans que ça sèche. Et puis, du jour au lendemain, c'est complètement changé. On n'a plus la même lumière, on n'a plus les mêmes ressentis, les mêmes choses. Donc, avec la photo, ça fonctionne très bien. On peut continuer. Ça vous est déjà arrivé de peindre, par exemple, 2 fois le même paysage, mais à différents moments? Quand vous parlez de différentes d'émotions, par exemple? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez jamais fait? Non, mais c'est quelque chose qui est effectivement possible. Parce que c'est vrai que d'un moment à l'autre, les choses changent. Et, oui, ça peut être possible. Non, j'ai jamais fait ça. Parce qu'en principe, quand j'ai un coup de cœur pour un endroit et que je le peins, c'est parce que j'ai un coup de cœur. Donc, c'est l'instant. C'est l'instant, oui, c'est l'instant. Et du coup, chez vous, vous êtes créé votre atelier, c'est ça? Oui, on a construit notre maison et c'est moi qui ai fait les plans justement pour avoir une grande pièce pour faire notre atelier où mon mari peignait aussi.
Et donc, on avait tous les deux notre chevalet, notre univers avec tout notre matériel, nos bouquins. Parce que du coup, le blog s'appelle Les Daniel. Mhm. Qui est du coup le deuxième Daniel Alors, mon mari, je l'ai rencontré, j'avais exactement 59 ans. Et tout de suite, on s'est découvert un amour pour la peinture réciproque. Donc, on a commencé à faire des expositions. On avait tous les deux des toiles à exposer. Donc, on a fait une même exposition. Vous aviez jamais exposé avant de vous rencontrer, l'un et l'autre? Moi, non. Okay. Non. Moi, j'ai peint et quand on me demandait un tableau, j'arrivais à le vendre comme ça. Mais je n'avais jamais fait d'exposition parce que j'étais prise dans ma profession, dans mon travail professionnel. Jusqu'à l'âge de 60 ans, je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre. Sauf que je peignais en dehors de mes heures de travail. Je n'ai jamais lâché la peinture depuis que je suis toute petite. Et puis là, à la retraite, c'est devenu d'un coup beaucoup plus facile. Et donc, on a construit notre maison, on a fait notre atelier. Et, c'est arrivé très très souvent qu'on se mettait à peindre le matin et qu'on s'apercevait même pas qu'on mangeait pas. Le soir, on peignait. Et c'était un échange vraiment très, 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 très beau de nos ressentis de l'un et de l'autre. Un moment très intéressant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, avec du coup votre mari, de peindre la même chose, mais de deux façons totalement différentes? Non. Non. Non, parce qu'on avait chacun notre façon de peindre, notre style. Quand j'ai rencontré mon mari, il peignait beaucoup à la gouache sur toile. Ok. Moi, j'avais jamais connu ça et je trouvais ça vraiment... c'était très très beau ce qu'il faisait. Sauf que la gouache sur toile, il ne faut surtout pas se tromper. Parce que la gouache, on ne peut pas rectifier parce que c'est à l'eau la gouache. Okay. Et s'il rectifie, il fait une grosse tache et il faut tout laver et tout recommencer. Mais il avait vraiment le chic pour aboutir. Sans faire de Il me tâches. surprenait beaucoup. C'était vraiment une façon de peindre que j'admirais beaucoup. Ouais. Et dans votre quotidien, du coup, comment vous faisiez pour du coup cumuler votre profession et en même temps la peinture? Comment vous arriviez à, et d'un côté, avoir du coup, je pense, les journées épuisantes de l'infirmière et de l'autre côté, réussir à avoir toujours cette motivation et cette envie d'aller peindre et de faire votre passion? Parce que c'est une passion justement et que quand on a une passion comme ça, on ne peut qu'avoir envie de la... Alors quelquefois, quand j'ai 1 heure de libre, je m'y mets, je travaille 1 heure. C'est souvent pas suffisant 1 heure, parce que... mais je trouvais que c'était déjà bien. Et jongler avec les temps, c'est vrai. Entre votre profession, vous avez votre vie de famille, etc. Oui, les enfants, la maison, voilà. Oui. C'était votre moment à vous, uniquement pour vous. Oui, c'était vraiment un moment à moi, oui. Il passait plein de choses dans la peinture. Du coup, vous faisiez ça avant dans votre coin pour vous? Alors, avant que j'ai la maison avec mon mari, j'étais aussi dans une maison individuelle, mais je n'avais pas prévu de coin peinture. Donc, on avait un appartement pour la famille, simplement, et je peignais sur la table de ma salle à manger. Okay. Voilà, je n'avais rien d'autre. Donc, j'ai commencé sur la table de ma salle à manger. Je ne sais pas s'il y a le tableau que j'ai pu voir chez vous, l'immense dans le salon. Le grand. Grand. Il est sur le blog ou pas? J'ai pas souvenir de l'avoir croisé. Alors, il faudra que... Pas sûr, quelle histoire. Celui-ci, je l'ai fait en 1975. Il fait, je ne sais pas loin de 2 mètres de long. Et je l'ai fait sur la table de ma salle à manger. Il est immense, et du coup, c'est des vagues, et il y a un mouvement de vagues qui est incroyable. Ah non, mais il est pas sûr aussi. Je le mettrai. Oui. C'est vrai que je ne l'ai pas vu. Parce que comme vous m'avez dit que vous l'avez fait sur une table de salle à manger, c'était compliqué quand même. Ah bah ouais. Et puis il prend vraiment tout le mur du salon, quoi. Ouais. Immense.
Ben, je le mettrai sur le blog, voilà, vous pourrez le voir. Donc du coup, sur ce blog, il est toujours actif, vous continuez toujours de Je poster continue. à chaque fois que Oui. vous faites une peinture. Ok. J'ai eu un temps d'arrêt là parce que mon mari est décédé il y a 4 ans. Et donc, un peu avant, déjà, c'était un peu difficile. Donc, lui-même s'était arrêté de peindre. Moi, je ne peignais pas beaucoup non plus parce qu'on était pris par la maladie. Et puis, pendant ces 4 années, je n'ai pas beaucoup peint et je m'y suis remis l'année dernière. Donc, j'ai repris un peu comme des dessins, enfin, des toiles et des pastels sur le blog. Donc, alors déjà, le blog fourmille de plein d'œuvres absolument incroyables dont on parlera au fur et à mesure. Mais un des derniers, si ce n'est le dernier, que je vous conseille, qui est enfin, à tout le monde, à la commune, c'est bon, je l'ai dit Que je conseille vraiment vivement parce que alors, Ficus n'était pas présente, mais on y allait avec une partie de l'équipe du coup chez vous, vous nous avez reçus dans votre atelier, et tout le monde est tombé en amour de ce tableau et du mouvement qu'il peut y avoir, de ce travail de la lumière et des couleurs dont on parlait. Et déjà, le blog, je le trouve très chouette parce qu'il y a un côté très humain où parfois vous allez nous faire des petits exposés d'histoire de l'art, ensuite votre ressenti, ensuite des petites anecdotes. Et déjà les photos, bon, oh, je vois le rendu, c'est bon, je suis de doigts amoureuse de ce tableau. Vraiment, hein, on se bat pour dès qu'il est en vente, ici, vous nous le dites. Hein, et donc là, déjà, la photo a un rendu très très chouette. Mais en plus, nous, de la voir en vrai, on pouvait se déplacer. Et justement, déjà qu'il y a un très beau travail de lumière et de mouvement, mais quand on est en face d'un tableau, d'aller aussi expérimenter le changement de lumière sur... parfois, vous allez pouvoir le voir, on apercevait les traits du visage. Si on se mettait à un autre endroit, non, le visage était entièrement noir, etc. Et c'était vraiment très très chouette à voir. Le fond changeait aussi. Déjà sur photo, il est assez incroyable, mais c'est vrai qu'en vrai, ça doit être... C'est un appel à la danse et à la sensualité qui est absolument fou. Incroyable. Oui, c'était le but, c'est justement de faire ressentir le mouvement et ce contre-jour qui est ce clair-obscur, cette lumière qui fait juste apparaître les formes. Et j'étais très séduite. Il a séduit tout le monde. Vraiment, ça a fonctionné. Pardon, dis-moi. Non, je sais pas. Parce que comment vous faites du coup, parce que vous ne peignez que du coup par l'émotion, quand quelque chose vous plaît, etc. Mais comment ça se passe du coup au moment où vous avez ce truc-là, en disant ce tableau, parce que vous faites aussi beaucoup de reproductions. Quelques-unes. Moi, c'est plutôt mon mari qui faisait des reproductions. Ouais. Moi, j'en fais quelques-unes, mais plutôt non. Sur commande, oui, je peux en faire une. Mon mari, lui, il aimait beaucoup faire les reproductions. Après, bon, oui, je peux en faire. De toute façon, tout est possible. Hein. Oui, le Dali ou le Caravage, tout ça. Voilà. Ah oui, ce genre de reproduction, tout ça, c'est des commandes que j'ai eues et où j'ai trouvé beaucoup de plaisir à faire ça. Et j'ai trouvé du plaisir parce que j'ai été invitée à me mettre un peu dans la peau du peintre. J'ai aucune prétention pour dire que j'étais à leur place, mais il y a quand même besoin de ressentir ce qu'ils pouvaient bien eux-mêmes ressentir quand on voit un Dali ou quand on voit un Caravage, où vraiment il y a une expression de l'émotion, de la réalité, des sentiments, et tout ça, c'est quand même très très fort, et je me suis fait plaisir vraiment à découvrir ça. Il y a un peintre que vous avez préféré reproduire? Alors, j'ai bien aimé les deux, hein. Autant Caravage c'est différent, mais Dali, c'est l'imaginaire dans toute sa splendeur et dans effectivement la réalité de ce que ça signifie. Comment, quand on voit justement la tentation de Saint-Antoine et ce cheval qui est cabré, qui est le symbole de la femme, qui est repoussé simplement par la foi de Saint-Antoine
qui voudrait bien, mais qui ne peut pas. Parce qu'en fait, c'est ça, il a une espèce d'interdiction d'y aller. Et, Même s'il y a son obélisque derrière qui se brandit, il ne peut pas. Tout à fait, tout à fait. Il y a un combat dans ce tableau qui est immense. Et en fait, on peut se poser beaucoup de questions sur pourquoi c'est comme ça. Ça ne devrait pas, en fait, il devrait pouvoir se laisser aller à ses désirs, alors que là, il lutte contre ses désirs. Et si on ne se met pas à sa place, on pense simplement à un cheval et pas une représentation de la femme et de tout le sens. Il y a toute une symbolique là-dedans qui est très très importante. Et Dali, il a vraiment le secret d'imaginer toute cette symbolique. Comme dans tous ses tableaux d'ailleurs. Et souvent on entend dire au Dali, on ne peut pas comprendre, il était fou. Non, il n'était pas fou. Il avait un sens justement de l'imaginaire et de tout le symbolique des choses. Quand on voit les horloges molles, le questionnement sur le temps, c'est vrai que symboliquement, on peut, en regardant ce tableau, se poser beaucoup de questions sur la réalité du temps, si c'est pas quelque chose de purement, justement, imaginaire, de purement illusion. Et puis, au lieu simplement de voir des montres comme ça qui coulent, d'imaginer, vous disiez, de se mettre à la place du peintre, un peintre qui va peindre son rapport au temps, le temps qu'il va mettre à faire cette horloge qui coule, rien que tout ça, il y a toute une signification, une prise de temps pour se réapproprier son propre langage au temps. C'est vraiment très très bien. Très bien. Je trouve ces tableaux. Quant à Caravage, c'est aussi un peintre, pour moi, exceptionnel, de par les clairs-obscurs et de par les expressions qu'il donne à ses personnages. C'est lequel de Caravage que vous avez fait, du coup? De Caravage, j'ai fait l'histoire de David et Goliath, oui, où on voit un David très jeune, encore enfant, avec des traits, et l'expression du visage qui était tellement belle et tellement... cette pureté dans le visage et ce sentiment que, oui, il a accompli son devoir, mais il n'y a pas vraiment d'autosatisfaction là-dedans. Il est quand même mort d'un homme. Et l'expression du regard, je trouvais très, très belle. Et l'expression de Goliath aussi. Mort, du coup, mais... Le coup et tout l'inverse, avec un peu de cruauté, un peu de haine. Je trouve ça très très beau. Mais du coup, comment vous faites, parce que du coup là vous parlez de reproduction de tableaux ou même de nature ou d'une photo ou enfin, voilà. Comment vous faites pour apprendre, pour progresser, parce que c'est quand même dur de faire de la reproduction, donc comment vous faites pour apprendre, pour progresser et comment vous faites avant de vous lancer dans la peinture pour avoir tout ce mécanisme de compréhension de la personne, du peintre, du tableau? Alors quand j'ai un tableau à faire comme ça, je mets la photo quelque part chez moi, je passe devant plusieurs fois par jour, je la regarde, je m'en imprègne. Ça peut durer 8 jours, 15 jours, jusqu'à ce que j'en sois vraiment imprégnée. Il y a un temps, il faut que je le ressente vraiment très, très fort. Qui vous accompagne en fait pendant ces 8-15 jours dans votre vie, et selon les différentes émotions, etc. Et une fois que j'ai fait ça, que je ressens bien le tableau, eh bien, je m'y mets. En principe, je prends la toile, la grandeur de la toile qui correspond à celle de la réalité. Voilà, et puis je le dessine sur papier avant de le faire, parce que si on dessine sur la toile et qu'on a besoin de gommer, ça laisse des traces et j'aime pas du tout ça, donc je fais sur papier. Et ensuite je le décalque sur la toile. Ah oui, d'accord. Et après je ajoute les couleurs et après je le peins, et la peinture, ben, ça vient tout seul. En général, c'est quelque chose qui est un vrai plaisir, parce que je n'ai pas à me battre avec pour entrer dans la réalité de ce qu'est le tableau.
Oui, et puis vous essayez si jamais, au niveau de la technique, tout ça. Quand je fais des tableaux qui sont des paysages que moi-même j'ai choisis, ou que j'ai pris, ou dans lesquels j'ai ressenti quelque chose, c'est un peu différent parce que là j'y mets ma propre interprétation. Oui. Alors que dans un tableau de peintre, déjà dans une reproduction, il y a une part de mon ressenti dans ce que je vais pouvoir... parce que j'ai ressenti ce que le peintre lui-même a ressenti, mais c'est pas mon ressenti, c'est celui du peintre. C'est un peu différent comme démarche. Et là, quand je fais un tableau, un paysage où il y a une lumière extraordinaire, où il y a des choses tellement belles, c'est mon ressenti qui passe. Du coup, vous peignez par rapport à ce que le paysage ou la toile vous fait ressentir. Mais admettons, si vous avez une commande et que la commande ne vous fait rien ressentir de spécial, vous arrivez quand même à peindre et... Oui, j'arrive à peindre. C'est pas très agréable. Ouais. Mais bon, si on me demande on m'a demandé par exemple de faire une maison, de reproduire la maison de quelqu'un. Oui, j'essaye. Il n'y a pas d'affect en fait. Il n'y a pas d'affect, j'essaye d'y mettre ce que je peux dedans, justement, de contraste, de lumière. Ça devient technique, purement technique, c'est tout. Okay. Là, après, voilà. Du coup, la technique au service de l'émotion finalement, voilà. parce que c'est pour amener quelque chose de sensible. Par contre, j'ai eu beaucoup de commandes de portraits au pastel. Et là oui, il y a quelque chose qui passe, parce qu'on n'a pas affaire à du matériel, mais à des expressions. J'ai fait énormément de portraits d'enfants, on m'a demandé beaucoup. Du coup, sans connaître en plus le caractère de la personne, juste chercher au travers de ses traits peut-être son caractère, et de la pastel, où il disait cette douceur et cette texture à travailler au doigt. Et ce qui est important, c'est l'expression de la personne. Plus qu'encore les traits, pouvoir donner cette expression dans le regard, dans l'ensemble du visage. Ouais, on capte déjà des choses quand vous recevez une photo, les émotions, même je capte traits de la personne. Ouais. J'ai moi-même une émotion quand je fais ça. Donc, elle se traduit forcément. Donc, vous nous avez expliqué comment vous vient la création, c'est notamment par rapport à ce ressenti, ces émotions. Mais comment vous faites pour continuer à alimenter cette création? Est-ce que vous faites tout le temps, vous aimez les paysages, donc souvent des balades, des sorties qui vous permettent de continuer à alimenter cette création, cette inspiration? Oui, mais il y a aussi peut-être des photos que je vais regarder, par exemple, le catalogue de quelque chose. Tant qu'il y a un truc qui me plaît, je vais le découper, je vais m'en imprégner, et après je le mets à ma sauce. Ouais. Je le mets avec ce que moi j'y vois. Pas forcément toujours très fidèle, mais je fais comme je l'entends. C'est une autre façon de... Vous peignez à quelle fréquence à peu près? Alors là, j'ai pas vraiment de fréquence, c'est quand j'ai envie. Okay. Voilà. C'est vraiment au plaisir. Oui, c'est plaisir. Il y a des jours, faut être en forme pour peindre. Faut vraiment pouvoir se laisser aller. Sinon, ça n'a aucun sens. Je peins pas pour peindre, je peins parce que j'ai quelque chose qui... Par contre, quand je m'y mets, il m'arrive de me mettre en début d'après-midi et d'être tellement là-dedans, et c'est dans un état de sublimation, parce que on part un peu avec ce qu'on fait, avec les couleurs, avec ce qu'on y met dedans, avec la beauté de ce qu'on y voit, et on peut très bien se laisser aller, sublimer. On sort un peu du quotidien pour entrer dans un monde un peu particulier. Et est-ce que personnellement, il y a une forme de thérapie là-dedans, vraiment l'isolation J'adore quand ça se rejoint, etc. C'est très pratique. De toute façon, il y a toujours une thérapie. La peinture, c'est justement le monde de l'émotion. Donc, ça permet quand même aussi d'évacuer du stress. On sort complètement de ce qu'on est dans le quotidien quand on peint. Donc, forcément, on évacue
Oui. En général, je me mets de la musique, je me mets même de la musique classique. Parce que vous êtes touché du coup par d'autres formes d'art que, Et, tout la se peinture. rejoint. Tout se rejoint puisque ça touche à la sensibilité. Et du coup, il y a la musique qui vous permet ça. Il y a la photo aussi, puisque vous Oui, prenez en photo les paysages. Donc, il y a, en fait, dans votre peinture, il y a d'autres arts. Oui. Oui, Oui. Comme ça, qui viennent se coller à votre peinture. D'autres moellons. Des briques. Mais de toute façon, tous les arts sont une question de sensibilité et d'approche de l'émotion, quelle que soit. La musique, c'est pareil, c'est la traduction d'une émotion. Vous êtes musicienne? Oui, oui aussi. J'ai appris le piano quand j'étais petite. J'ai toujours aimé beaucoup la musique. Et un peu toutes les formes de musique. Je suis pas. Mais bon, c'est vrai que la musique classique, c'est assez. Vous n'allez pas mettre du Joule pour faire de la peinture, ça c'est clair que vous venez pas. Mais moi non plus. J'entends. Tout à fait. Ne mélangez pas dans les commentaires. Vous faites aussi beaucoup de recherches culturelles via les expositions, les musées, les voyages. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? S'il y a d'autres choses aussi, d'autres recherches? Oui, voilà, c'est vrai que les sorties, les voyages, il y a tellement de belles choses à voir. C'est pareil, hein, ça touche aussi à l'émotion. Donc la culture, c'est pareil, c'est une affaire de chercher en soi tout ce qui peut répondre à un désir particulier. En fait, c'est très bien que le désir, c'est le moteur de la vie. C'est beau ça. Oui. C'est beau cette phrase. J'aime bien. Le désir Le moteur de la vie est dans le désir de toujours rechercher, rencontrer, voir. Ça touche à quelque chose des sens. Que ce soit la vue, que ce soit le toucher, que ce soit... voilà, on est toujours dans la même démarche en fait. Donc quand on est curieux de tout, forcément on s'intéresse à tout. Et les musées, entre autres, on y découvre des choses fabuleuses dans les musées. Parce qu'on va à la rencontre de gens qui ont des passions. Et la passion, c'est aussi du désir. Pour préparer l'émission, on a discuté avec Ficus de justement notre rapport au musée et aux expositions. Et en soi, toi, tu me disais que tu vas vraiment vivre l'instant, mais quand tu vas ressortir, il n'y aura plus rien. Ouais, c'est un peu une mémoire, je sais pas, sélective, je vais dire ça comme ça. Par exemple, je vais aller voir une exposition ou même surfer sur le web pour, pour regarder certaines choses. Et c'est une mémoire assez sélective, c'est-à-dire que je vais passer devant une œuvre et moi, ce qui me lie beaucoup et ce qui m'intéresse à l'œuvre, c'est plus un rapport à la solitude. Que je peux rencontrer, notamment celui que vous avez fait avec le ponton et celui qu'on parlait tout à l'heure, le coucher ou le lever de soleil, je sais plus. Coucher ou lever de soleil? Je pense que c'est un coucher. Un coucher. Et vraiment, cette solitude déjà de... Il y a beaucoup de choses dans l'image, mais c'est très serein, très... un côté même spirituel, de méditation, de calme absolu. Et ça m'imagine aussi le ressenti de la personne qui peint dans cette ambiance totalement isolée et seule devant cette beauté. C'est vraiment ça, moi, qui me... Même dans un la sérénité, portrait, en fait, parce que ça. Et je sais que moi, la sérénité, c'est plus par la solitude, l'isolement presque sensoriel enfin, voilà, et même dans un portrait, alors même s'il y a des émotions, par exemple, dans le regard de la personne qui est peinte, il y a une espèce de, je trouve toujours, de solitude de la personne qu'on a pris en photo, qu'on est en train de peindre, qui est en mode, bon, bah, je bouge pas, je suis comme ci, comme ça, on voit mes traits, et toujours ce rapport avec la solitude qui me communique beaucoup. Et c'est vrai que quand j'ai pas ça, ben, j'ai tendance à squeezer, quoi. Ça reste pas dans ma tête. Oui, mais la solitude, c'est quand même le propre de l'être humain. Ouais. On est seul devant beaucoup de choses. On ne partage que certaines choses avec les autres, mais tout ce qui est profondément intime, on le garde pour soi, en fait. Donc, ça se traduit aussi dans les recherches qu'on peut faire.
Et puis après, bon, les musées, tout dépend ce qu'on y cherche, en fait. Nous, moi, quand j'y vais avec un regard de peintre et je peux découvrir dans les peintures que je vois des choses techniques ou même des choses de sensibilité que peut-être d'autres ne verront pas et vice-versa. Oui, ou peut-être plus poussé. Il y a des gens qui verront des choses que moi, je ne verrai pas. Parce que ça dépend de la sensibilité qu'on a. Oui, puis c'est une interprétation aussi, enfin, toujours le rapport très personnel et du coup, ben, voilà, très solitude aussi finalement, parce que c'est interprétation. Et toi, par rapport à ton, enfin, qu'est-ce que tu retiens quand tu vas voir une œuvre, c'est quoi qui te... Moi, c'est très particulier. J'ai eu un rapport justement à l'art visuel qui était très particulier parce qu'au début, ça ne m'évoquait rien, que ce soit peinture ou photo, j'avais un peu de mal à ça. Et je vais y chercher justement un approfondissement de l'émotionnel. Quand j'arrive devant quelque chose et où je ressens pas forcément ça, je vais plus procéder par mimétisme. Et du coup, voir bah, voilà, un tableau, il y a des personnes qui vont rester 30 minutes devant, je vais faire OK. Donc là, je sais pas ce que je regarde, je vais aller chercher. Et du coup, aller chercher l'histoire, etc. Et au fur et à mesure, parce que il y a aussi, pour moi, prendre le temps de regarder une œuvre, ça a été très compliqué. De base, j'arrivais devant un truc, c'était OK, c'est bon, j'ai vu. Et d'aller chercher vraiment l'émotion, bah, ça m'a demandé un effort. Et au fur et à mesure, c'est bon, j'ai compris. Et aujourd'hui, j'arrive à me poser. Et en tant qu'hyperactive, c'est cool, parce que c'est un autre rapport. Mais, et d'un seul coup, plonger dans cette histoire et d'essayer de comprendre ce que je vois et de comprendre l'univers, etc. Ouais, tu matches dans la recherche, comme un peu le tableau avec le balai, les clés dans la série. Tu veux que j'en parle maintenant, ça? Oui, C'est bon, c'est maintenant que j'en parle. Mais du coup, tu matches plus dans la recherche, dans la compréhension du tableau qui t'apporte la compréhension de peut-être un peu plus ce qui se passe. Oui, il y a... Enfin, moi, j'adore qu'on me raconte des histoires et que du coup, sous différents formats. Et que au début, pour le coup, j'ai eu une enfance où c'est moi qui allais au musée et ensuite j'ai amené mes parents. On n'avait pas forcément la main. Et du coup, j'y ai cherché une histoire pour les raconter, etc. Chercher l'émotion, etc. Le tableau dont je parlais tout à l'heure, vous savez, c'est celui où il y avait rien. Alors, est-ce que j'ai pris son titre? Parce que c'est ça le truc. Oui, Hoogstraten. On arrive dans la peinture hollandaise. Bah, par exemple, celui-ci, quand je me suis retrouvée devant, je me dis oui, c'est des pantoufles, un balai, quoi, et c'est tout. Et après, à force de me poser devant et aussi d'aller chercher ce que ça voulait dire, le symbolisme, etc. Comme on disait, un Dali, c'est pas un cheval qui est représenté, il y a encore autre chose derrière. Et ben là où on apprend que à l'époque, ils avaient tous ces éléments, et de voir une clé dans une serrure, avec la porte qui est ouverte, les pantoufles et ensuite le balai, ça signifiait que la clé signifie que le plus important est en hors-champ, et du coup les pantoufles, elles appartiennent à quelqu'un. Et si elles sont posées ici, un peu comme ça, c'est en réalité un homme rempli de désir qui allait chercher la femme de ménage, donc représentée par le balai, pour avoir une relation sexuelle au-dessus. Et j'étais en mode, ok, d'accord. Donc il y a d'un seul coup toute une histoire et tout un c'est pas juste une porte, un balai. Mais c'est une suggestion. C'est ça, et tout le côté de la suggestion, ça, au début, ça a pris du temps chez moi en tout cas. Alors qu'aujourd'hui, j'adore, quoi. Et puis les paysages, moi, les fleurs que vous faites, je suis en amour sur vos bouquets de fleurs. Je les trouve incroyables. Mais encore une fois, toutes les couleurs, tous les mélanges, les textures. J'aime beaucoup peindre les fleurs. C'est infini. Pendant la nature, autant qu'on en veut. Question, j'en profite puisque vous parliez de couleurs, etc. Une question donc de bout de carton. Avez-vous des courants picturaux qui vous inspirent plus que d'autres? Évidemment, si on prend un des principaux courants picturaux qui existent, qui sont les impressionnistes,
Il faut penser que le mouvement impressionniste a été une vraie révolution dans la peinture, parce qu'il y a eu tout d'un coup une liberté de peindre. Et pour moi, ça, c'est fondamental, que chacun ait la liberté de peindre. Et je trouve que ce mouvement-là est quand même la clé de voûte de la peinture. Il faut savoir qu'avant, les impressionnistes, il y avait des peintures particulièrement bien codées qui appartenaient à l'Église. On faisait des scènes bibliques pour les églises, ou qui appartenaient à l'aristocratie, voire à la royauté, de portraits, de familles, de choses comme ça, qui étaient très structurées, faites à l'intérieur, avec des codes bien particuliers. Et puis tout d'un coup, les impressionnistes sont arrivés, se sont mis à peindre dehors, à peindre des impressions, d'impressions de soleil couchant, de soleil levant, de toutes sortes de choses. D'ailleurs, on peut bien tous les prendre les uns après les autres. Et ce mouvement-là a été très très contesté pendant longtemps, au point qu'ils ne pouvaient même pas exposer et au point où ils ne vendaient même pas leurs œuvres parce que c'était considéré comme quelque chose de vraiment nul. Et ces gens-là ont vécu de 3 fois rien, tout en décrivant, la période où ils vivaient. Si on n'avait pas les tableaux de tous ces maîtres-là, on ne saurait rien de cette période-là. Et franchement, on peut les prendre tous les uns après les autres. C'est simplement magnifique. Et je trouve que c'est vraiment la base de la liberté de peindre, de tout ce qui a suivi après, de beaucoup plus moderne, que ce soit Picasso, que ce soit Braque, que ce soit Modigliani, que ce soit tous ces peintres qui ont... même Dali, qui ont laissé aller leur imaginaire autant qu'ils ont pu pour peindre des choses que beaucoup ne comprennent pas vraiment, mais c'est pas important, du moment qu'ils ont pu peindre ce qu'ils avaient envie de peindre. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, c'est essentiel. Après, chacun ressent les choses comme il peut, comme il veut, avec sa propre histoire. D'ailleurs, chacun a son histoire et chacun ressent les choses avec son histoire, avec ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Oui, il y a quelque chose de très personnel dans Très l'interprétation et dans absolument. le ressenti, et puis dans ce qu'on aime aussi. On va pas aimer les mêmes choses, je pense, en fonction du vécu et de nos vies. C'est très différent, je pense. C'est pour ça que tous les peintres sont absolument respectables dans tout ce qu'ils font. Ouais. Et que pour moi, il n'y a pas de concurrence, il y a juste la façon dont on ressent les choses. J'avais une question, puisque vous aimez beaucoup le travail de Sergueï Toutounov. Oui. Et du coup, qui est un peintre qui est toujours en vie. Et sur son site, on peut retrouver une phrase qui m'a posé question, parce que je me demandais ce que vous en pensiez. Il dit « Je ne sais pas si je suis un bon artiste peintre ou quelconque, mais il y a une condition indispensable pour qu'un peintre puisse s'accomplir. Il doit être obnubilé par son travail. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, je suis d'accord. Ouais. Oui, parce qu'on ne peut jamais savoir si on est un bon peintre. On est un bon peintre juste pour soi-même, c'est-à-dire que dans la mesure où on fait passer ce qu'on est, c'est tout. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On est bon pour qui? C'est subjectif. On est bon pour celui qui ressent l'émotion et qui trouve quelque chose dans la peinture. Moi, mes toiles ne vont pas plaire à tout le monde, je le sais tout à fait bien et ça n'a pas d'importance. Ça plaît à certains qui ressentent quelque chose. Donc, on n'a pas à se poser la question de savoir si on est un bon peintre ou pas un bon peintre. Non. Par contre, quand on peint, il faut peindre parce que c'est en peignant qu'on apprend, c'est en peignant qu'on ressent, c'est en peignant qu'on transmet. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé à arrêter une peinture parce que soit vous aviez plus la même émotion ou vous êtes lassé d'une peinture avant de la finir? Ça m'est arrivé une fois où j'ai été opérée d'un pied et où je suis restée 6 mois sans pouvoir vraiment bouger et je me suis dit, oh, je vais faire un tableau. Et j'ai commencé, je me souviens, c'était un sous-bois.
je n'ai jamais réussi à sortir quelque chose de bien. D'accord. Et ce sous-bois, finalement, je l'ai fini, mais il ne m'apportait rien du tout, sinon que quelque chose de négatif. Ah oui, carrément. Parce que c'était ce sous-bois en particulier ou parce que c'était le moment, du Non, coup, la parce que c'était le préparation moment. C'était le moment. Et là, je me suis rendu compte que pour peindre, il faut vraiment être en capacité intérieurement de disposer de ses émotions. Mais il y a un état d'esprit. Il y a un état d'âme qui fait qu'on transmet quelque chose de soi-même. On parlait de la thérapie. Est-ce que, par exemple, là, en soi, ce sous-bois, vous vous en souvenez, parce qu'il a été peint pour nous un moment qui était compliqué. Est-ce que ça vous aide de projeter une émotion sur une toile, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et comme ça, vous passez à autre chose? Soit que ça soit une bonne émotion pour la garder en mémoire, comme on prendrait une photo qu'on mettrait dans un album, ou que ça soit un mauvais moment, et du coup, vous peignez, et c'est bon. Ça appartient... ce moment est presque matérialisé, en fait, cette émotion est... Non, depuis cette expérience-là, je peins plus quand je vais pas bien. Ouais, bah oui. Voilà, parce que Je sais pas être ça Jojo, mais... Non, ce tableau, il y a un ami qui me l'a demandé, je lui ai volontiers donné. Parce que voilà. Lui, ça lui plaisait, moi, c'était un mauvais souvenir, donc je lui ai volontiers donné. Après, bon, il y a beaucoup de moments où on est bien. Quelquefois, je me mets à peindre sans vraiment une raison particulière, juste parce que j'ai envie comme ça. Et une fois que j'y suis, là, ça y est, ça démarre, je rentre dans mon tableau. Je rentre dans le tableau. Donc ça marche dans les deux sens. Des fois, c'est vous qui amenez l'émotion sur le tableau et des fois, c'est le tableau qui vous entraîne. Voilà. C'est joli, c'est poétique tout ça, je trouve. Il y a beaucoup de sens derrière la peinture. Ouais, et j'aime cette prise de temps, en fait, qui est... c'est votre truc à vous, quoi. C'est une bulle, c'est un cocon. De vous imaginer devant votre toile, il y a d'un seul coup, genre juste un petit maître là qui se met et qui... ah oui, parce que je pars vous, complètement en dehors du temps. Bah, vous en oubliez le temps, du coup, c'est ce que vous disiez. Dali, du coup. Dali, cette notion de temps. Ouais. Ok. Du coup, pour revenir un petit peu sur les artistes que vous appréciez et ce que votre mari appréciait aussi, il peignait du Van Gogh. Oui, il aimait beaucoup Van Gogh. Ouais. Oui. Est-ce que vous en parliez ça entre vous, de ce qui vous inspirait l'un et l'autre, et pourquoi le Van Gogh particulièrement? Ah oui, on en parlait. Il aimait beaucoup Van Gogh et il en a peint plusieurs de Van Gogh, il en a fait un certain nombre. Et ça avait du sens pour lui, je trouvais qu'il avait raison. Il y a quelque chose dans Van Gogh un petit côté de folie qui est quand même très, très joli. Et je me souviens d'une fois, il se rappelait qu'il existait un tableau qui s'appelait Les Brodequins, les fameux brodequins. Il m'a dit, tu sais, il faut que tu me le trouves, il faut que j'ai la photo, j'ai envie de le faire. Bon, j'ai fouillé sur Internet, introuvable, brodequin. Et j'ai tellement fouillé longtemps qu'au bout d'un moment, je suis tombée sur c'est un collectionneur américain qui l'avait. Et je l'ai trouvé sur Internet, je l'ai sorti. C'est un tout petit tableau. Il fait, je ne sais pas, peut-être 20-25 cm. Et il était très heureux de pouvoir reproduire ce tableau. Non, on parlait de cette folie. Moi, je trouve qu'il y a, contrairement à Dali, où il y a tout un imaginaire, Van Gogh, il y a une espèce de réappropriation du paysage, en y ajoutant ce grain de folie. Mais on a quand même des paysages où on reconnaît des choses. On peut avoir une chambre, et c'est en fait, avec le travail des couleurs et du mouvement, il va apporter cette folie. Mais on a, je trouve, malgré tout, plus de repères que dans un Dali. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, parce que c'est pas... Il y a une part d'imaginaire chez Van Gogh aussi, quand il fait un ciel qui tournoie, c'est sa façon d'appréhender, mais c'est un ciel. Quand Dali vous fait un cheval, c'est pas une femme, c'est un cheval. C'est là la différence, c'est que Dali, il est purement sur l'imaginaire. Et
voilà, et c'est un imaginaire qui fonctionne bien parce que derrière, il y a une réalité du sentiment qui est perçue. Le fait que la femme se cabre, c'est la façon qu'il a de repousser. Elle peut plus avancer, elle est cabrée, voilà. Et ça montre la puissance de la foi de saint Antoine, par exemple. Mais derrière, il y a encore l'obélisque qui est le symbole du phallus. Derrière, il y a sur des éléphants avec des immenses pattes encore cette espèce de maison où on voit une femme dénudée, cette espèce de maison close et qui traduit tout à fait bien le désir qu'il aimerait bien quand même être là-bas dedans. Il y a le cheval qui est dedans, qui est cabré, qui empêche que tout ça avance. Et ça repousse jusque même sur les nuages où on voit encore plein de choses. Donc c'est une vraie obsession pour lui, un vrai combat. On sent le combat dans la foi de saint Antoine contre la contre. Et puis il y en a sur tous les plans. C'est vraiment multiple. Il y a des informations dans tous les coins du tableau. On pourrait décortiquer dans le détail. Je suis sûre qu'on y trouverait plein de choses. C'est génial. Enfin, pour moi, il y a quelque chose de génial là-dedans. Et on pourrait y retourner le lendemain avec tout ça et une émotion différente. Je sais qu'au fur et à mesure que je le peignais, je découvrais, je disais, mais tu es en train de faire ça là, mais quel sens ça peut avoir pour lui dans le détail, quoi. Dans la reproduction des tableaux, est-ce qu'il y a des espèces d'incontournables? Par exemple, je dis n'importe quoi, pour quand on fait un gâteau, bon bah voilà, faut la farine. Ça d'ailleurs, j'ai toujours pas bouffé. Faut la farine, faut les œufs, voilà, c'est les incontournables du gâteau. Est-ce que quand vous faites une reproduction, il y a des choses à ne pas louper, vraiment... je sais pas si c'est... Oui, je vais vous donner un exemple. C'est clair que si c'était moi, donc c'est pas ouf. De toute façon, quand on fait une reproduction, il y a toujours forcément une recherche derrière, parce qu'il faut quand même connaître un petit peu ce qui pousse le peintre à faire ça. Il faut aussi voir quelle couleur il emploie, il faut les trouver les couleurs, parce qu'on parle de ces couleurs. Moi, quand je fais un tableau où j'ai un paysage à faire, par exemple, que moi j'ai photographié, je le vois avec mon regard. Et je pense qu'on ne voit pas tous les couleurs de la même façon non plus. Notamment Van Gogh qui était voilà. Daltonien. Oui, c'est ça. Mais même sans être daltonien, je pense qu'on n'a pas la même perception. Et qu'il dit nous. Et donc, oui, donc ça faut le savoir. Hein. Ouais, je dis ça parce que je suis atteinte, bon, c'est très, c'est pas ouf de dire ça, mais je suis synesthète, donc j'ai moi j'ai envie de dire que j'ai des neurones qui sont nés sous LSD. En fait, j'ai tous les capteurs du corps qui ressentent encore plus, et comme le cerveau n'aime pas qu'il y ait trop d'informations, moi il les transforme en couleurs. Donc c'est très bizarre, mais en fait je vois les gens en couleurs. Et ça fait comme si on mettait une gélatine devant un projecteur. Et ce qui fait que un simple paysage, bah, moi en fait il y a encore plus de couleurs. Je peux te dire qu'un arbre est rose en fait, parce que ce qu'il en dégage, etc., et de la manière dont mes yeux le voient, il va y avoir du rose, il va y avoir du bleu. Alors et c'est pas forcément les couleurs, les vraies couleurs? Non. Par exemple, je vais avoir ma vision normale. Et derrière, il y a ma vision de ressenti qui va en fait être projetée. Mais je sais que c'est pas réel. Et parce qu'on me l'a appris, et parce que bon, à l'école, on n'a pas toujours été très tendre et on m'a dit que je partais trop loin. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je voyais de manière différente. Mais les ressentis donc, sont très puissants. Et ce qui fait que oui, quand je me retrouve devant un paysage, je pense que je le vois comme tout le monde. Mais déjà, il va y avoir plus de nuances de couleurs et je vais avoir une autre vision des choses. D'accord. Ouais, c'est un peu bizarre d'expliquer comme ça, mais voilà. D'accord. Okay. Mais moi, quand je vais me balader quelque part, quand je vais dans les montagnes d'Ardèche, par exemple, quelqu'un verrait le paysage et dirait c'est vert. Mais moi, je vois des tonnes de différences de vert. C'est ça. Puisque vous expérimentez aussi le travail de la couleur, vous disiez avec l'huile et tout. Donc, quand on fait une reproduction de tableau, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on m'a demandé un jour de reproduire le tableau de Monet
celui où il y a les coquelicots avec la femme avec l'ombrelle, et un très joli tableau. Donc je l'ai beaucoup regardé, ce tableau, et toutes les couleurs qu'il y avait à l'intérieur. On est même allé au musée d'Orsay, on l'a vu, j'ai pris des photos pour avoir bien les couleurs. Et puis j'ai commencé un jour à faire mon tableau. Ben, c'est pas mal, tiens, le lendemain matin, parce que quand je peins comme ça, le lendemain, quand je me lève, j'ouvre ma porte, j'allume la lumière et je regarde. Et après, l'impression que j'ai là me dit si c'est bien ou si c'est pas bien. Parce que quand on est tout le temps dessus, on finit par pouvoir. Oui, vous laissez le temps de recul, en fait. Et le lendemain matin, eh ben non, c'est encore pas ça, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tenu comme ça pas mal de temps à me dire, non, ça va pas, il va reprendre une couleur. Jusqu'au jour où j'ai lu quelque chose sur Monet, et où Monet, effectivement, peignait avec des couleurs primaires. J'ai dit, voilà. Donc, j'ai tout recommencé avec les couleurs primaires, en faisant moi-même mes mélanges. Parce que là, c'est ce que vous nous disiez au début, c'est que vous achetiez différentes couleurs, alors que là, vous avez compris que il fallait les refaire. Là, tout le monde, j'avais mes tubes, j'achetais mes tubes de couleurs. Mais en fait, on peut faire toutes les couleurs juste avec les couleurs primaires. Donc, j'ai fait ça et j'ai été étonnée de voir la beauté des couleurs quand on les fait à partir des couleurs primaires. Toutes les nuances, en fait. Toutes les nuances, et puis les couleurs sont beaucoup plus lumineuses, plus belles. On peut y donner des tons, même si c'est la même couleur, il y a des tons plus ou moins, suivant le mélange qu'on fait. Il y a différentes, alors que ce soit dans vos fleurs ou des reproductions de paysages, des moments où c'est l'hiver, et par exemple, j'ai pu voir dans le ciel des petites nuances, où vous nous l'avez montré tout à l'heure. Je crois que c'est votre mari qui l'avait fait. L'hiver, la reproduction où avec on les voit on voit cette scène de vie dans l'hiver. Oui. C'est très enneigé, etc. Et on voit dans le ciel une petite forme d'oiseau. Oui. Et alors là, je ne sais pas si c'est l'ordinateur ou pas, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit peu de vert dedans. Oui, mais il y a beaucoup de couleurs. Et du coup, rien que ça amène d'autres choses, en fait. On n'est pas sur un ciel blanc ou bleu. Ça amène tout un rappel à la nature, et ça renforce, en fait, je trouve, le sujet du tableau. Qui est assez chouette. Et du coup, vous travaillez, maintenant que vous avez expérimenté ça via ce tableau, plus le mélange des couleurs par vous-même? Très souvent. Ouais, beaucoup plus souvent qu'avec les tubes de peinture déjà. Oui, parce que oui, je fais beaucoup de mélanges et jusqu'à ce que je trouve ma couleur. Vous prenez des notes à chaque fois des mélanges de couleurs? Alors ça m'arrive d'être obligée de noter, parce que c'est vrai que c'est des fois compliqué de trouver le bon ton. Oui. Vous faites des tableaux par reproduction photographique, et vous faites aussi des tableaux qui se composent de plusieurs tableaux. Est-ce qu'il y a des difficultés, notamment par rapport aux proportions et par rapport, quand il y a plusieurs tableaux, à réussir à faire cette ligne et que ce ne soit pas déformé? Disons qu'après, c'est une question Dans les proportions de mathématiques. Oui. C'est-à-dire que y en a un, notamment une scène africaine là, avec des animaux. Oui, c'est celle-là. Je crois qu'il y a 5 toiles. J'en ai fait d'autres aussi. Il y en a un qui n'est pas sur le blog non plus. Comment on appelle déjà justement cet ensemble de plusieurs trucs qui forment un seul? Voilà, triptyque aussi. Pas sur le blog. Et donc, oui, il faut calculer suivant comment on veut mettre les toiles. Ça dépend aussi de ce qu'on veut faire. On peut très bien les décaler ou les avoir en ligne. Voilà. Après, le dessin, il est fonction de comment on veut disposer les toiles. Voilà. Donc là, j'ai fait un dessin d'ensemble. Et puis après, j'ai positionné les toiles avant de pouvoir les mettre sur. Et vous faites toujours ce même procédé de peindre d'abord au crayon, je dessine, et après de décalquer pour bien reproduire les proportions. Je dessine alors. Okay. D'ailleurs, c'est ce que tous les grands peintres faisaient. Ils ne faisaient jamais le tableau sans poser sur les papiers le dessin. Et
passe dans un peu un autre registre, mais par rapport à votre blog et tout ça, comment vous avez réussi à vous faire un peu connaître, à développer une clientèle, notamment par rapport au blog, par rapport aux expositions? Tu fais une recherche de ça Ouais, déjà? comment, Parce que... et comment ça Alors, s'organise du coup? ben moi, mon but de peinture, c'est pas de rechercher une clientèle Mhm. déjà. Il faut savoir que dans la peinture, ben, il y a deux cas de figure. C'est soit on en fait sa profession. À ce moment-là, il faut se donner les moyens de vendre ses tableaux, de faire quelque chose d'un peu original pour pouvoir percer. Il faut essayer de se faire coter, il faut aller exposer dans des galeries à Paris. Il faut se donner les moyens Se faire repérer de par devenir quelqu'un. un peu célèbre et de vendre ça très cher, si on veut gagner sa vie. Gagner, ça coûte, comme on dit. Voilà, moi, ça aurait pu se faire, mais j'ai pas voulu ça, parce que pour moi, la peinture, c'est quelque chose qui devrait être accessible à tout le monde, et on devrait pouvoir acheter des tableaux de façon tout à fait normale, Ok. se faire plaisir avec un tableau pour lequel on a un coup de cœur, sans avoir à y laisser tout ce qu'on a, quoi. Donc, j'ai jamais voulu rentrer dans le circuit, je restais toujours peintre amateur. Et par contre, oui, j'ai fait des tableaux, je les ai vendus, parce que si on ne les vend pas, on en accumule. Il faut avoir une maison et il faut les mettre. Donc, puis enfin, ça fait plaisir. Par contre, je ne les vends pas cher, de façon à ce que ça soit accessible à tout le monde. Et puis, je fais des expositions à droite et à gauche. Les expositions, ça, c'est pas tellement pour se faire connaître, parce que ça est égal. C'est plutôt le partage, que quand on expose, eh bien, on partage, on a quelque chose à montrer, parce qu'on a quelque chose à donner. On fait plaisir à quelqu'un qui regarde et qui a envie du tableau, qui peut se le payer parce qu'il n'est pas trop cher. Oui. Et en même temps, il y a le partage avec les autres artistes. Et moi, je trouve ça vraiment fabuleux. Donc, je suis plus là-dedans. En fait, je ne recherche pas particulièrement une clientèle. Mais bon, quand on me demande de peindre, je peins. Dans les expositions du coup de peinture par des peintres amateurs, est-ce que tout le monde est dans cette même vision, ou est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus amers, par exemple, de ne jamais en avoir fait une carrière ou Non, ceux qui sont peintres amateurs, qui font des expos, c'est plutôt, ils font ça plus par plaisir que pour en faire une profession, quoi. C'est pas le même monde, hein, le monde des peintres professionnels et le monde des peintres amateurs. C'est pas un regret pour vous d'être non. Non, parce que ça correspond vraiment à ce que je pense de l'art. L'art, c'est pour moi quelque chose, autant la musique que la peinture, que tous ces arts. Pour moi, ça devrait être accessible à tout le monde, et puis c'est tout. Pas de... C'est d'ailleurs pour ça que un jour, on m'a demandé pour venir donner des cours. Je suis allée donner des cours. Voilà, c'est tout. Donc vous avez donné des cours. Oui. À des jeunes, des adultes, de toute tranche d'âge. Oui. J'ai exposé une fois, pas très loin de chez moi. Et puis, parmi les gens qui sont venus voir, il y a eu énormément de monde. Parmi les gens qui sont venus voir, il y a une dame qui s'est approchée de moi et qui m'a dit on a un petit groupe, on aimerait bien trouver quelqu'un qui vienne nous aider. Est-ce que vous accepteriez? Je dis oui. Quelles sont vos conditions? Bon, moi, j'en sais rien. Donc, oui, on a décidé d'un tarif, parce on peut pas non plus. Il faut aussi que les gens se donnent les moyens d'y accéder et d'accéder. C'était pas cher, hein, 3 € l'après-midi pour 3 heures. Là, oui, effectivement. C'était histoire de marquer le coup. Oui, ok. J'étais très très heureuse de transmettre la technique surtout. Il y a plus une symbolique en fait derrière le tarif que le tarif en lui-même pour gagner sa vie à travers ça, quoi. Voilà, c'était ça. Plus... Bon, je ne vais pas gagner ma vie avec ça. C'était juste pour avoir... Oui, il y a un message derrière ça, de donner le moyen d'accéder à ça. Est-ce que vous avez pris des cours? Jamais. Jamais? Moi, j'ai appris uniquement avec des livres de technique. D'accord. Et j'ai appris la technique, j'avais l'amour des couleurs et le ressenti. Et voilà, c'est tout. La technique, oui, il faut l'avoir. Ouais. Parce que il y a beaucoup de gens qui veulent peindre et qui vraiment ont du mal, ont beaucoup de mal, simplement parce qu'ils n'ont pas la technique. Oui.
il y a des choses élémentaires à apprendre, comme la question des ombres et des lumières, comme la symétrie, la perspective, toutes ces choses-là, ça s'apprend. Et vous pensez que tout le monde peut accéder à ça et réussir à faire des tableaux qui ressemblent à quelque chose? Je pense que oui. J'ai eu des gens, moi, dans les cours, justement. J'ai donné des cours de 2004 à 2016. Ah oui, mais ça a duré d'accord. longtemps en fait. Ça, oui. Et à coût de 3 € finalement. On arrive à On a une petite palette là déjà. Non, c'est surtout que moi, de la manière dont on en parlait, pour moi, c'était arrivé 2-3 fois. Oui, vous moi avez aussi, donné je pensais que... 16 ans. Et ben, allez, bisous. Ah non, du coup, Et il est venu beaucoup de gens qui ne savaient pas du tout peindre. On était un groupe jusqu'à 20 personnes, de gens qui ne savaient pas du tout peindre. Et pour moi, apprendre à peindre, c'est mettre les gens tout de suite sur la toile. Alors, je faisais un cours de technique où j'expliquais vraiment la technique et je leur demandais de prendre des notes et de bien se rappeler. Et après, on mettait en pratique. Ok. Voilà, directement sur la toile. Il n'y avait pas cette frustration dont on fait que Voilà, apprendre c'est et ça. on touche C'est pas à comme la matière. musique. Ouais. Quand on apprend la musique, si on peut être tout de suite sur l'instrument, c'est tellement mieux. Mm. Et donc, oui, ça demande de pouvoir juste apposer les théories et les pratiques. Mais c'est super intéressant parce que les gens voient quelque chose. Et au bout de 2 ans, par exemple, eh bien, chacun avait quelques tableaux. J'ai dit, ben, maintenant, on va faire une expo. Mm. Ah oui, Donc, on a c'est loué une chouette. salle, Ok. on a fait une expo. Et là, ils ont vu, ils ont mis leurs tableaux les uns à côté des autres et ils ont vu les progrès qu'ils ont fait en 2 ans. Et c'est vraiment en plus le métier de A à Z au final, parce qu'il y a vraiment cet apprentissage, cette pratique et l'aboutissement dont on va montrer notre évolution et ce qu'on a fait. Voilà, C'est vraiment c'est ça. global. J'aime bien ce côté où, en fait, d'imaginer, tout comme vous, on vous imagine dans votre bulle avec votre toile, là, d'imaginer plusieurs personnes. Chacun, en fait, se crée sa bulle. Ce moment où c'est bon, on va se mettre dans une peinture et on n'a pas non plus cette sensation de plus rien n'existe autour, parce que justement, c'est plein de petites bulles qui vont se mettre ensemble. Enfin, j'adore. Oui, et puis surtout que moi, Je vais récupérer ma place, toi, je le dis. Hein, ça sera pas là. je les encourageais beaucoup. Je leur disais tout le temps, il faut rentrer dans votre tableau, imaginez-vous dedans. Vous êtes là dans votre tableau et vous êtes environné par ce que vous peignez. Vous n'êtes pas en dehors. C'est une immersion. Essayez de vous mettre dedans. Ça, c'est le plus difficile, pour y arriver, quoi. Parce que quand on commence à peindre, eh ben, on a l'appréhension. C'est comme celui qui écrit l'appréhension de la page blanche. Votre profession d'infirmière, est-ce que dans la peinture, ça vous a apporté quelque chose? Du coup, je sais par expérience que on nous apprend beaucoup de choses en école infirmier. Et est-ce que ces choses qu'on peut nous apprendre, ça vous a permis quelque chose dans la peinture? Alors, il y a dans le métier d'infirmière, je pense qu'il y a cette sensibilité de l'approche de l'autre qui est liée, quoi. On ne peut pas être indifférent. Il y a tout le côté empathie, tout le côté Proximité. Okay. Donc c'est plus l'émotion du métier d'infirmier dans la peinture. Oui. Okay. Oui, je pense. Le rapport au travail de commande, du coup, c'est à quelle fréquence vous avez des commandes? Est-ce que c'est assez aléatoire? Est-ce que c'est complètement aléatoire? Complètement aléatoire. Je suis allée une fois dans une expo. Il y a eu beaucoup de monde. J'avais fait des portraits d'enfants au pastel, justement. Et puis ce jour-là, j'ai eu envie de les faire aussi devant les gens. Mm-hmm. Donc j'ai emporté un bloc avec des pastels et tout ça. J'ai commencé à... Et quand les gens ont vu ça, comment je les faisais, tout ça, ils ont passé des commandes. Alors là, j'ai eu une avalanche. Ah oui, carrément. Et c'est vrai que de voir le travail se faire, ça incite peut-être aussi plus. Je sais que c'est très intéressant de voir le procédé, la technique et tout ça. Et forcément, je pense qu'une personne qui vient à une expo et tout ça, il y a cette envie aussi de comprendre le fonctionnement et de voir faire. On assiste justement à cette émotion, à cette personne qui va juste être
à l'intérieur de son tableau et de sa pastel et ce que vous disiez, de travailler au doigt, par exemple, de tout plein de choses. D'un seul coup, on n'est plus devant une personne qui va te présenter un moment. Elle est en train de vivre le moment, quoi, sur Alors, place. le problème de ça, c'est que par exemple, dans ce genre de situation, on ne peut pas emporter de l'huile parce que c'est trop compliqué. Le pastel, oui, l'aquarelle, oui, parce que c'est des choses qui sèchent tout de suite et qui peuvent se transporter facilement. Bah, comme oui, il y a beaucoup dans les rues qui peignent au crayon, au fusain, parce que c'est beaucoup plus facile de transport et il n'y a pas ce temps de séchage et du coup on abîme moins le travail. Ouais. Et honnête. Et après, et on fait plus rien. Non, voilà. Ok. Par rapport, du coup, je reviens aux commandes et tout ça. Est-ce qu'il y a des tarifs prédéfinis Non, absolument pas. Chacun tout, applique des tarifs et on peut remarquer que quand même, il y en a beaucoup qui ont une très haute opinion de ce qu'ils valent. Ah oui, oui. Je reviens. Mais vous, vos tarifs, parce que j'ai pas trouvé sur le blog. Non, je ne mets pas les tarifs sur le blog, je pourrais les mettre, hein, parce que c'est pas... je sais pas, par exemple, le ponton, là, je l'ai vendu 150 €. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'il n'existe plus. C'est vrai qu'il a été vendu. Mais on peut demander, passer une commande. Oui, ça, je peux voir, pas de problème. Donc, du coup, pour les amateurs, les personnes qui veulent plus se lancer, qui sont un petit peu dans le tâtonnement de toutes ces matières, de toutes les textures, de tout ça, est-ce que vous recommandez quelque chose, du matériel, des marques avec lesquelles travailler pour commencer, pour s'entraîner ? Alors, si c'est pour s'entraîner, il faut avoir du matériel simple, c'est pas la peine de rechercher. Après, quand on commence à peindre, pour moi, il faut avoir du bon matériel. C'est-à-dire, moi, les toiles, j'utilise uniquement des toiles de lin qui sont très bien préparées. Quelquefois, je les fais moi-même, les toiles. Ah oui, c'est-à-dire j'achète simplement les châssis qu'on monte, je prends les dimensions. J'ai de la toile de lin, je la fixe, j'ai la technique pour le... Ça, c'est mon mari qui m'a appris parce qu'il était à l'origine tapissier décorateur. Ah oui, donc, il savait très bien tendre les toiles qu'il m'a appris. Après, sur ces toiles, on y met de la colle de peau de lapin, qui est une couche de colle qui bouche un peu les trous de la toile, qui la rend un peu plus lisse. Et c'est fait avec quoi ? De la colle de peau de lapin, on appelle ça. Mais du coup, c'est de la peau de lapin qui a été fondue ? Je pense, si ça s'appelle comme ça, ça doit être tiré de la peau du lapin. Mais je n'en sais rien. Mais tu peux faire des petites recherches parce que là, tu peux éventuellement. Merci. Et puis après, quand c'est bien sec, on passe une couche qu'on appelle de gesso, qui est une peinture de préparation que ce soit l'huile ou l'acrylique. Que ça tienne plus, c'est fait pour que ça tienne, que ça accroche. Que ça accroche et qu'il ne faut pas que ça passe à travers la toile. Donc ça a une imperméabilité. En fait. Voilà. Ok. Et la toile de lin, elle est quand même particulièrement solide et agréable à travailler. Parce que du coup, il y a d'autres formes, j'arrive pas à... Il y a des toiles de coton, des toiles de polyester, c'est pas du tout la même sensation quand on peint. Et puis après, les huiles, moi je prends toujours des extra fines qui sont... Je prends toujours de la très bonne qualité. Oui, parce que ça garantit un travail propre. Et puis ça tient à la lumière, au soleil, à tout. Après, une fois qu'on a fini, on y passe une couche de vernis de retouche. Pas de vernis définitif. Le vernis définitif, il faut attendre au moins 6 mois. C'est un vernis de retouche, du coup, c'est quoi ? Alors, le vernis de retouche, c'est un vernis de protection qui permet éventuellement de faire des retouches par-dessus. Ok. Mais alors, du coup, quand vous avez une commande, vous faites votre toile et quand est-ce que vous le mettez, le vernis définitif ? Vous attendez les 6 mois pour mettre le vernis et après, vous vendez votre toile. Après, si la personne la veut, je la donne et je lui dis, il faudra faire une couche de vernis définitif. Soit elle me la ramène, je la fais, soit elle la fait elle-même. D'accord, ok. Attends. Alors, nous avons 2 possibilités concernant la colle en peau de lapin. Premièrement, il y a une expression de la langue française qui veut dire qu'on dit peau de lapin, on qualifie quelque chose de peau de lapin, ça veut dire qu'il tient du faux ou qui n'a pas de valeur. Oui, ça m'étonnerait que ce soit ça. Peut-être que c'est une expression, colle en peau de lapin. Mais le problème, c'est qu'il y a la colle de peau.
Et la colle de peau est en effet un adhésif qui est fait à partir de peau de lapin, de vache Eh ben ou voilà, de porc. C'est ça. Et là, c'est du lapin. Et on fait comment, du coup? Comment ça, on fait comment? C'est quoi le Bah, procédé? je sais pas, tu racles l'épiderme, c'est... La colle de peau est une gélatine thixotrope fabriquée à partir de la peau de lapin, de vache ou de porc. Elle est utilisée pour la fabrication des icônes en sous-couche pour encoller la toile de marouflage Et voilà. pour fabriquer les enduits. C'est ça. C'est tout à fait ça. Non, mais ça va. Moi, je vais rester... Bah oui. Quelque chose. Ah, mais déjà, j'en apprends toujours dans ces émissions. Mais là, bon, il y a du savoir dont je me serais bien passée. Ça te Voilà. fait un frisson dans le dos. Bon, À penser au lapin. voilà, je pense à mon petit Titou que j'avais quand j'avais 10 ans. Ah. C'est- Non, mais c'est pas celui- ferme agricole. Non, C'est il a pas- mangé de la mort au rat. c'est pas celui qui a fait de la colle. Non, Non, non. rassure-toi. Non. Il est au paradis des lapins. Eh ben, ça va. Je vais pas me mettre à chialer non plus. Est-ce que, du coup, vous n'avez pas fait d'école ou pris de cours, mais est-ce qu'il y a des formations ou des écoles que vous recommandez ou que vous auriez Ou bien juste cette aimé phrase faire? d'être... Ah, moi, j'aurais bien aimé faire les beaux-arts. Voilà. C'est tout. Après, il y a plein de possibilités de faire des stages, par exemple, de Oui, c'est 3 vrai. jours. Mhm. Ou même des cours du soir ou Ah des... oui, oui, si on veut. ça, c'est accessible. Si on veut. Oui. Et du coup, vous avez appris grâce notamment aux livres, à des livres. Est-ce qu'il y en a que vous recommandez ou vous avez le nom de qui vous en Oula, c'est vieux tout ça. C'est vieux. Mais, Oui, non, mais il y en a plein de Ouais. livres de technique. Mhm. Faut juste expérimenter, en fait, Mhm. comme avec une toile. Alors, j'ai fait aussi un moment pour les portraits, des cours par correspondance. Ah oui. Ok. Donc, avec des devoirs à faire, des portraits à faire et à renvoyer. Et, voilà. Vous avez quel âge quand vous faisiez des cours du soir? Enfin, des cours à distance, comme ça. Il y a déjà 50 ans au moins. Ok. C'était un peu pour essayer d'avoir quelque chose de mieux. Mm. Ça m'a pas apporté grand-chose de plus, mais je les ai fait quand même. Toujours un exercice intéressant. Est-ce que vous avez... Parce que je suppose que du coup, avec votre mari, vous aviez deux techniques différentes. Ou en tout cas, peut-être des émotions, on parlait des peintres préférés, etc. Est-ce que ça vous arrivait, par exemple, d'aider l'autre dans une de ces toiles ou Toujours. Toujours? Pas d'aider matériellement, mais dans l'échange. Ok. C'est-à-dire que quand on peignait ensemble, comme ça, on se levait de temps en temps, on allait voir ce que faisait l'autre et Donner un ça avis. permettait un regard Oui, extérieur. extérieur. Parce qu'après, il s'est mis aussi à peindre à l'huile, il aimait bien. Ouais. Moi, j'avoue que les peintres préférés, les choses que vous avez préféré peindre, parce qu'on a parlé des reproductions, mais par exemple, moi, je suis vraiment une fan de... Alors, dans votre blog, donc, on peut voir les bouquets de fleurs. Et la petite anecdote du dessous de « Oh, bah juste, je trouvais ce bouquet joli, je l'ai peint. » Mais est-ce qu'il y a je sais pas, des fleurs que vous aimez particulièrement peindre ou des choses où vous savez pertinemment que ça va vous provoquer quelque chose d'agréable De toute façon, les fleurs, c'est toujours quelque chose qui me provoque quelque chose d'agréable. Pour les fleurs. Et on parlait de Toutounov, on n'a pas dit grand-chose, là, mais c'est un peintre qui peint en pleine nature, il part avec son petit fourgon, et il a une table, il s'organise des bouquets, il a ramassé ses fleurs, il se fait des bouquets, il les peint. Et c'est vraiment très très joli ce qu'il fait. Il a fait quelques paysages aussi, il peignait des poules, il peignait tout ce qui était en pleine nature, et vraiment c'est très beau. Et j'ai pu aller à une de ses expositions en Bretagne. Je pense qu'il habite par là-bas dans cette région. Franchement, c'est magnifique, quoi. Il y a des couleurs très, très belles, et c'est très bien posé, c'est très, très, très joli. Lui, il peint dehors. Est-ce que, par exemple, quand vous peignez des fleurs, est-ce que vous avez un endroit en particulier ou un moment de la journée, peut-être, où la lumière est plus... Non. Ou c'est à chaque fois différent? C'est indifférent. Vous faites aussi des compositions florales pour justement les peindre après? Oui, ça m'est arrivé.
fois on m'offre un bouquet, j'aimerais bien le peindre. Oui, j'aime bien. J'ai peint des lilas, Les lilas, c'est pas... Les fleurs, faut pas croire que c'est facile à peindre. Ouais, il y a C'est plein de difficile, et ça permet de découvrir justement la structure des fleurs. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Oui, il y a un message que vous aviez mis en dessous d'un tableau de roses. Vous aviez noté, il ne faut pas croire justement que c'est évident de peindre des roses, c'est très compliqué, très intense. Mais c'est vrai que puis même le chevauchement des pétales, les textures aussi de la fleur, enfin, c'est particulier, donc à représenter ça doit être assez complexe. Mais une fleur, la composition d'une fleur, je ne parle pas de la peinture ou du dessin, je pense à la fleur elle-même. C'est quelque chose qui est vraiment très, très bien monté, très technique. Il y a un calcul par rapport au chevauchement des pétales, par rapport... C'est différent suivant chaque fleur. Donc, oui, ça demande de connaître quand même un certain nombre de choses. C'est pour ça que derrière la peinture, en fait, il y a toute une connaissance. Non, mais voilà, il faut avoir une connaissance du coup de la photo quand vous faites la photo pour pouvoir peindre après, la connaissance de justement la nature, quand vous peignez la nature pour connaître la complexité et réussir à représenter ça sur un tableau pour que ça ait le côté assez réaliste de la chose. C'est ça. Ça demande des fois des recherches parce que si on part à l'aveugle, l'observation, pas rendu c'est beaucoup satisfaisant. plus difficile. Dans un bouquet, vous qui faites très attention à la lumière ou aux couleurs, ne serait-ce que dans un ensemble de fleurs, il y a la lumière qui arrive déjà d'un côté, et du coup qui... par transparence. Ouais, et puis quelle petite ombre tu peux retrouver sur la fleur qui est derrière, parce qu'il y a celle-ci qui est devant. Même dans un pétale, des zones d'ombre et de lumière. Et c'est très, très important parce que c'est ce qui fait le volume du bouquet. Et ben, je crois que c'est ça. C'est ce mot-là que j'ai pas réussi à mettre. Je savais que vos bouquets de fleurs me touchaient. Me touchaient plus que ceux que j'avais pu voir auparavant par d'autres artistes. Et j'arrivais pas à définir le pourquoi. Mais je crois que c'est vraiment cet effet de volume et d'intensité que j'ai pu voir. Et que je trouve très, très chouette. Parce que... justement au niveau des changements de couleur aussi par pétale, du coup. Tout ce travail. Mais en fait, c'est d'ailleurs une des grandes techniques à apprendre de la peinture, c'est les ombres et les lumières dans un tableau, parce que on n'a pas. Ce qui fait qu'on voit que quelque chose a du volume, c'est justement parce qu'il y a des parties ombrées. Et je trouve que c'est la chose la plus difficile dans le dessin, les ombres et les lumières. C'est, enfin, pour le coup, moi qui adore les ombres quand je dessine, c'est vraiment, je trouve, la chose la plus difficile à faire. Oui, pourquoi ? Parce que l'ombre, c'est quelque chose qui tourne, quelque chose qui tourne autour. C'est-à-dire que elle va être... La lumière est claire, elle se diffuse, la lumière, sur l'ombre. Et l'ombre, elle est progressive. Et la lumière, elle tourne aussi. Ce qui fait que quelquefois, on a une lumière ici, ce côté étant dans l'ombre, et on a quelquefois un reflet lumineux au bord de l'ombre. Il y a quelquefois des choses qui se passent entre l'ombre et la lumière qui sont assez spectaculaires. Et ce qu'il faut savoir prendre, c'est l'intensité des deux. L'intensité de l'ombre, qui est progressive, et l'intensité de la lumière, qui l'est aussi. C'est pas ce que vous m'aviez raconté sur justement cette fameuse danseuse où il y a un truc qui ne matchait pas, et en fait vous vous étiez rendu compte que sur la photo, le visage était très sombre. Du coup, vous avez redessiné avec de l'ombre, une mâchoire, un peu les yeux, un peu la bouche très légèrement. Et j'ai fait de l'ombre dans l'ombre. Ouais. Et ça c'est... Ouais. Mais aussi, ça révèle aussi beaucoup de couleurs. La lumière, les couchers de soleil ou les levées de soleil, il y a l'ombre, il y a la lumière, et en plus de ça, des couleurs qu'on ne voit que quand il y a ce type de lumière. C'est assez... c'est ce qui rend le truc majestueux, quoi. De toute façon, il n'y a qu'à observer la nature, hein. C'est pas compliqué. Justement, l'observation, c'est aussi un des points importants de la peinture, parce que
tout s'imbrique dans la nature. On n'a pas un coucher de soleil qui ressemble à un autre, mais dans la forme, ça dépend de ce qu'il y a dans le ciel, en fait. Et du lieu, par exemple, une forêt, une mer, une montagne, c'est tellement différent. Et encore une fois, et pourtant, c'est le même mécanisme. C'est le soleil qui monte et qui descend. Et ça crée à chaque fois des choses complètement différentes. Et même en soi, alors c'est beaucoup moins dans la nature et dans un côté peut-être moins poétique, mais rien qu'ici, on est dans le noir. Ah oui. Enfin, on est en pleine journée quand on tourne, pourtant on a plongé la pièce dans le noir pour pouvoir recréer les ombres qu'on souhaitait, le bon éclairage, etc. Donc en soi, là, les gens ne le voient pas, mais on a 4 énormes spots genre sur nous, tu alors vois. Alors qu'on est clairement dans le noir. C'est ça, on éteignait tout, enfin voilà. Et on faisait les tests tout à l'heure, et ou même hier, si t'enlèves une lumière, qu'est-ce que ça fait si tu la places à tel endroit, etc., telle ombre ça va créer sur telle caméra. Et c'est ce qu'on cherche aussi, du coup. Mais dans un tableau, si on ne fait pas les ombres et les lumières, on a quelque chose de plat. C'est ce que j'ai dit. Complètement plat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de volume du tout. C'est ce qui crée le relief. Mais ce qui est important, c'est de bien apprendre à faire le volume comme il est, c'est-à-dire que dans une ombre, il y a un endroit très très sombre et un endroit qui va être éclairé peu à peu par cette histoire d'ombre dans l'ombre, je le trouve très magique. Ah, mais ce tableau, il est de toute façon... Et même dans les bouquets, le fait que vous ne faites pas seulement du noir pour faire de l'ombre. C'est vraiment les couleurs que vous allez atténuer, etc. Le noir, j'utilise très peu de noir, moi, parce que je le fais avec des couleurs. Ok, c'est toujours du coup, cette non-couleur est toujours un ensemble de couleurs. Quand on mélange du rouge, du bleu et du jaune, on fait du noir. Oui. Donc après, on décline suivant ce qu'on veut. On peut avoir un noir un peu bleuté, ou un noir un peu rosé, un peu rouge, ou un noir un peu plus chaud. Et quand on prend ces couleurs et qu'on y met du blanc, on se retrouve avec des teintes fabuleuses. C'est des gris exceptionnels qui se déclinent d'un gris bleuté à un gris rosé. C'est magnifique de faire ça. Par expérience, vous pouvez le faire chez vous. Mettez du bleu, du rouge, du jaune, vous mélangez tout et suivant la dose que vous mettez de chaque, vous obtenez des gris complètement différents. Il y en a une multitude. Parce que ça va dépendre de la dose qu'on met de chaque peinture. J'avoue que j'ai plus le souvenir de mon enfant qui peint justement dans la cuisine de mes parents et qui fait... je me suis retrouvée plus avec un noir cacadois que justement apprendre aujourd'hui à varier ces teintes de gris. Mais aujourd'hui, tu vas tout reprendre, tu vas tout remélanger, ça va faire un cacadois, comme tu dis, mais après, tu vas rajouter du blanc ou plus de jaune ou plus de machin et tu vas obtenir encore plein d'autres couleurs en fait. Donc tu peux prendre ça va le faire. Tu peux prendre ta base très moche, faire quelque chose de très beau. Mais oui, de se permettre ces petits tests-là, ça doit être incroyable. Mais il faut oser faire le mélange, c'est tout. Ça. Et puis il faut s'essayer aussi parce que de toute façon si tu n'essayes pas tu sais pas ce que ça va donner. Oui. Puis ça sera tellement différent sur un rendu, j'en sais rien, papier, toile, machin. Je pense que aussi ça joue. Il n'y a pas que la texture de la peinture, de la pastel, mais il y a aussi la toile, il y a aussi le papier qui... Et vous mélangez que quand vous travaillez l'huile ou vraiment toute je mélange maintenant, moi, même le pastel, je le mélange. Comment on fait? mettre une couche et après remettre par-dessus, non? Oui, ou alors quelquefois je mets du pastel sur un papier, je mélange et je le pose après sur mais souvent je le superpose et après avec l'estompe je mélange bien jusqu'à ce que je retire. C'est quoi l'estompe? Alors l'estompe c'est une espèce de bâtonnet, je pense que c'est comme une texture ça ressemble un peu à du buvard qui vient serré. C'est du papier quoi en fait et ça permet de mélanger, d'estomper, de lisser. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est les glacis. Quelque chose qui est très joli, le glacis. Du coup, qu'est-ce que c'est? Alors le glacis, c'est une peinture diluée. Par exemple, on veut faire de l'eau. Je veux faire un ruisseau, il y a des pierres au fond. Vous m'en aviez parlé sur ce fameux... je fais mon fond de ruisseau, je peins mes pierres, quand c'est bien sec.
Je fais l'eau par couches superposées et on peut y intégrer plein de couleurs. Voilà, on peut jouer avec des couleurs diluées pour faire une eau. Ça apporte cette transparence. Ça garde toujours la transparence. Oui, Et on verra toujours au fond. Ah oui, c'est dingue. Donc il y a vraiment ce truc très réaliste de garder le fond qu'on voit. Ouais. Alors quand je fais ça, des fois il m'arrive de m'amuser avec simplement les pigments. Et je prends des pigments, je prends de la peinture, Ok. je les dilue à l'huile et je les passe comme ça diluées. Voilà. Je mets même pas de peinture. Parce que du coup, vous fabriquez aussi votre propre peinture par Ouais, contre. non, surtout quand c'est dilué comme ça. Ça peut se diluer à l'eau ou à l'huile, c'est indifférent. Ok. Et là, j'aime beaucoup ces couleurs parce qu'elles sont très lumineuses. Mhm. Donc, quand on fait de l'eau, c'est super génial. Quoi. Puis c'est tellement dur à reproduire. Enfin, je sais que alors j'avais essayé, j'ai vite jeté mon truc parce que c'est compliqué, mais refaire un ruisseau où la texture de l'eau, l'apparence de l'eau et aussi la fumée. Par exemple, une fumée de cigarette, c'est vraiment quelque chose de très très complexe. C'est super dur à refaire. Diluer. C'est des trucs où je cale à chaque fois. J'arrive. C'est pas du tout. J'aurais un dessin assez réaliste et je rajoute ça et ça casse complètement le côté réaliste. C'est parce que juste tu regardes de la fumée, tu dis comment j'arrive à refaire ça en dessin pour de vrai. C'est super dur. Ouais. Ah oui, il faut arriver à trouver déjà la vraie couleur et puis après on la dilue. Mais même sans couleur, de la faire avec un crayon de papier pour avoir les intensités des fois de cette fumée plus crémeuse ou vraiment plus transparente, c'est très complexe. Il faut y aller doucement. Oui. Mettre des petites doses. Couche par couche. Et là, les glacis, on superpose les couleurs, ça fait une autre couleur. Si on superpose du bleu et du jaune, ça va faire du vert en fait. Ça fait l'eau vaseuse. Il faut arriver à retrouver la couleur vraiment de l'eau, qui n'est pas toujours pareille. Pas toujours, et les mouvements. C'est intéressant. La lumière va dans l'eau, etc. Ouais. Sur quoi ça tape. On peut avoir de très très jolies choses. Il faut les sécher entre les couches, c'est bien que ça demande énormément de temps. Oui, du coup, forcément. Et l'épaisseur que tu peux donner aussi, de l'épaisseur de l'eau, en fonction de la lumière qui va arriver, par exemple, sur un rocher, ça peut être. Pour conclure tout ça, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des personnes amatrices nous, pour se lancer pour se lancer, et puis c'est surtout que moi, simplement, votre vision des choses, c'est que vous avez eu l'art dans votre vie et vous avez, genre, juste pour, je sais pas, cet amour de l'art, où vous avez toujours laissé une place à l'art dans votre vie, mais aussi une place à vous, en fait. Donc, et ça, c'est ce que je trouve cool. Le conseil, déjà, faut aimer. Pour aimer, il faut s'ouvrir au dessin, à la couleur. Il faut pratiquer, en fait. Il faut pratiquer. On peut très bien avoir un carnet, un crayon, et là où on est, on dessine, on peint, on essaye de... On peut, même des crayons de couleur, on peut très bien... Il y a même des crayons aquarellables. On passe le crayon et puis quand on rentre, on mouille. Si on n'a pas d'eau, on fait maintenant des pinceaux à réserve d'eau aussi, où on n'a même pas besoin de transporter de l'eau, on a dans la réserve. Il y a plein de choses qui existent qui sont bien. Celui qui veut dessiner, qui veut peindre, il peut, quoi. C'est accessible. Complètement. Moi, je le pense, en tout cas. Il faut le vouloir, il faut essayer de ressentir ce qui nous entoure, de comprendre ce qui nous entoure, de le découvrir, de l'observer. Et puis après, il faut se laisser aller un petit peu, quoi. Je sais pas, tout ça. Avec toutes ces discussions, depuis tout à l'heure, je bug du coup en essayant de regarder toutes les ombres qu'il y a sur votre visage, etc., ou sur le focus, d'où la lumière vient, etc. Enfin, je suis en train de bugger, moi. Je restais comme ça. Dehors, et puis mais c'est par ça, au final, que ça passe. C'est par ce que tu vois, ce que tu interprètes, et ça passe par là aussi, et l'émotion que tu en as pour justement retranscrire au plus vrai, enfin, du moins, ton vrai à toi. Oui, c'est ça. Bah oui, non, mais parce que tu vas voir certains tableaux, tu vas dire, mais
mais qu'est-ce que c'est et c'est trop abstrait ou bizarre. Mais ça Mm. se trouve, pour la personne qui a peint, enfin voilà, c'est son réalisme à lui et Mm. c'est comme ça qu'il voit les choses et qu'il communique avec et Oui. qu'il est en lien avec ça. En tout cas, ce que je pense, et ce que je disais toujours quand j'apprenais aux autres à dessiner, à peindre, c'est que on va reproduire, on veut faire un arbre, par exemple. Ce qui est important, c'est de lui donner sa forme, qu'on reconnaisse que c'est un arbre. Donc, il faut apprendre un peu à dessiner un arbre. On est bien d'accord. Après, la personne peut le faire rouge, ça sera toujours un arbre. Il sera rouge, parce qu'elle le verra comme ça, ou elle aura envie de le montrer comme ça. On saura que c'est un arbre. Voilà. Alors que si on ne sait pas dessiner un arbre et qu'on entreprend de le faire et que ça ressemble à un chien, ça ne veut plus rien dire. Et de se rappeler que quand on était enfant, quoi, les arbres qu'on faisait, ils n'étaient pas ultra réalistes. Et pourtant, On ça savait au que fur et à c'était un mesure. arbre. Ouais. Et on n'avait pas peur d'oser. Et donc là, c'est pas grave en fait si notre premier arbre ne ressemble pas à un arbre. Mais par contre, de continuer à justement de chercher le côté au couteau qui pour vous fait que il y a plus de réalisme, etc. L'interprétation qu'on fait des choses, après, c'est tout à fait personnel. C'est pour ça qu'il y a autant de styles de peinture. Et pour les personnes qui nous regardent, et puis même pour nous, est-ce qu'on peut vous contacter via le blog pour demander, admettons, des conseils ou des cours ou Oui, ce bien genre sûr, de choses? mais même par mail. Hein. Oui. Qui apparaît sur le blog, du coup? Ben, je sais pas, il me semblait que j'ai mis. Oui, sur la toute fin, je vois tout en bas. Vous pouvez le avoir mettre, un moi, truc, ça ne me gêne pas. Ah oui, on peut contacter. Je répondrai de toute façon. Ok. Il n'y a pas de problème. Eh ben, c'est super. Voilà. Et ben, merci beaucoup. C'est tout bon pour toi. De rien. Si je peux vous encourager à peindre, Ah bah oui, avec c'est un art qui est fabuleux, Ouais. qui permet justement d'extérioriser beaucoup de choses et puis qui même ouvre à des rencontres et qui ouvre à plein de belles choses. Donc, puis, via la thérapie aussi, qui ça maintenant est de existe, plus en plus mise en avant à la thérapie de l'art. Infirmier, médecine, enfin voilà. Non mais c'est vrai que du coup il y a beaucoup de liens entre tout ça. C'est très bien. Merci de m'avoir reçu. Bah, merci à vous, c'était c'était un grand plaisir. C'était très intéressant, vraiment très intéressant. Merci. Un beau début de saison 2, ça. Ouais. Coucou. Waouh.